Oui, bonsoir. Je suis Xavier Verza, volontaire permanent du mouvement ATD Quart Monde. Je me demandais, l'expression savoir désactiver, est-ce qu'elle n'est pas aussi quelque chose qui renvoie au fait que sur cette planète et face à ces risques systémiques existentiels, il y a des personnes à travers la planète qui sont déjà impactées par ces risques, qui se battent au quotidien contre les effets du changement climatique et de la destruction du vivant, et pour lequel, pour le moment, très très peu de chercheurs viennent à leur rencontre, non pas pour enquêter sur eux, mais pour travailler avec eux. Merci. En tout cas, en ce qui concerne le climat, le GIEC le dit très très clairement, les impacts sont déjà là aujourd'hui, et il donne un nombre de la moitié il dit très clairement, la moitié de l'humanité est dans un contexte de très forte vulnérabilité. Donc oui, c'est dit très clairement. Mais par contre, ça ne veut pas dire que moi je laisse tout tomber et je pars tout de suite en Afrique pour les aider, ça c'est certain. Sauf si j'ai pas compris ça, mais... alors je suis pas assez explicite. Aide-moi, Mathieu. Comment? Sur ta feuille. Oui. Je pense qu'en tant que responsable d'ATD Quart Monde, tu avais en tête les pauvres en France qui ne comprennent pas. Alors, les savoirs sont désactivés pour les citoyens normaux, mais c'est encore pire pour les pauvres. Voilà, je pense que c'était ça que tu voulais dire. C'est extrêmement intéressant, là, ce qui se passe, parce que c'est pas du tout ça. Enfin, c'est à la fois... C'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, ils se battent au quotidien. Que ça soit à Dakar, il y a une brigade des inondations qui a expérimenté une manière de faire face avec les personnes et dont la ville de Dakar s'est inspirée. Il y a aujourd'hui des gens qui se battent de solidarité pour trouver des circuits courts dans leur quartier populaire, mais il y a à peu près personne qui vient soutenir avec les méthodologies, avec les outils que permet l'influence et la diffusion, vient leur s'enquérir de ce qu'ils pensent, des questions qui se posent, vient savoir comme les modèles dont on a besoin, est-ce qu'ils incluent une protection de base, une sécurité fondamentale de l'alimentation ou de la santé, ou de l'accès à l'eau, par exemple. Ouais. Une chose est de documenter qu'effectivement tout ça est mis en risque, c'est tout à fait vrai, merci, mais on a besoin aujourd'hui que des chercheurs soient aux côtés de ceux qui se battent pour que ça produise un savoir qui, va toucher tous les citoyens. Il n'y a pas de résumé en français lisible d'aucun des rapports du GIEC. Il y a des résumés pour les éditeurs, il y a des efforts collaboratifs déjà de résumés pour les décideurs, mais il n'y a pas un truc qui a été travaillé un peu sérieusement par au moins 4-5 personnes et qui est lisible par des gens qui n'ont pas de culture scientifique. C'est juste un exemple. Alors, le truc lisible par des gens normaux, justement, on a fait un travail là pour présenter aux députés nouveaux les points saillants du rapport du GIEC. On a produit en 3 pages tous les auteurs français, en 3 pages, 30 points, les points principaux des rapports du GIEC. Ça, c'est assez lisible, je pense, mais même ça, ils ne vont pas le dire. Mais dans le groupe de travail 2, il y a une extrêmement grande partie sur c'est ce qu'ils appellent le Climate Resilient Development, où est répété à l'envi ce besoin de co-construction des savoirs, co-construction des trajectoires de développement, non seulement pour le climat, mais avec les personnes, en prenant en compte les autres objectifs du développement durable. Donc on le redit assez clairement là-dedans. Après, qu'il n'y ait pas suffisamment d'efforts de la part des chercheurs pour vulgariser, je déteste ce mot, mais pour le faire comprendre et pour passer la bonne parole, entre guillemets, ouais, ça, je veux bien l'admettre, oui. Je sais pas. Je comprends la demande, hein, parce que même en sachant lire le rapport pour décideurs, c'est hyper sec. Je parle le résumé pour décideurs du groupe 1. C'est hyper sec. Les graphes l'illustrent, mais si on ne sait pas lire un graphe, ça nous fait une belle jambe, etc., etc. Par contre, sur les communautés de chercheurs qui s'investissent sur de la co-construction,
C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Il y en a, à ma connaissance, ceux qui le font le plus, c'est plutôt ceux qui sont sur des problématiques plutôt écologiques ou socio-écologiques. Alors là, c'est pas une connaissance lointaine. En fait, j'ai aussi contribué à un article dans ce domaine-là. Par contre, moi-même, je me sens pas légitime pour aller parler à des pauvres des pays du Sud ou même des pauvres français. Mais par contre, beaucoup de gens dans cette communauté, sur les questions de résilience en particulier, des choses comme ça, réfléchissent et discutent avec les communautés. Alors, j'ai utilisé le mot communauté, c'était communauté scientifique. Et là, j'utilise deuxième fois le mot communauté, mais les communautés de personnes concernées. En général, il y a quand même un tropisme sur des communautés rurales des pays du Sud et pas des personnes défavorisées des communautés urbaines. Ça, c'est vrai. Mais un tropisme ne signifie pas une absolue orientation là-dessus. Et le deuxième point que je voulais dire à ce sujet, c'est que la population de chercheurs qui fait ça est largement insuffisante pour l'instant par rapport à l'ensemble des communautés défavorisées. Enfin, on parle de milliards de personnes, si on les compte tous au niveau mondial. Et en France, on sait très bien que la pauvreté et la grande pauvreté, enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, a complètement explosé. Et je ne pense pas que l'effort s'y suffirait, indépendamment du fait que, comme moi, un certain nombre de chercheurs ne se sentent pas légitimes pour le faire, et une bonne partie ne voit pas le problème. Ce n'est pas une réponse satisfaisante. Non, en tout cas, je ne vais pas donner non plus une réponse satisfaisante, en plus, ce n'est pas ma fonction, mais je pense que ça pose la question de la faible porosité des savoirs dans l'espace public. Que ce soit à l'égard des plus pauvres ou que ce soit à l'égard des gens ordinaires. Et que c'est donc la question de la clôture du monde savant sur lui-même, ce qu'on réabordera demain. Il y avait d'autres questions, il me semble. Par ici. Ouais, oui, alors, Jérôme Santolini, Sciences citoyennes. Alors ça tombe bien que vous parliez de clôture des savoirs, c'est un petit peu sur ce champ-là qu'on essaie de se positionner. Je voulais revenir sur le début de controverse qu'il y a eu un petit peu sur comment étaient traduits les publications en rapport, en résumé, etc. J'ai l'impression qu'il y a une confusion finalement sur le statut de chacun de ces documents. Il y a les publications scientifiques qu'on connaît tous. Le rapport du GIEC, c'est déjà un petit peu nouveau, c'est un peu hybride déjà comme objet. Puis après, il y a ces deux types de résumés dont on ne sait pas très bien effectivement enfin, comment ils sont écrits, à quoi ils servent. Et ça revient à poser la question de monsieur, c'est à qui on s'adresse. Autant c'est clair qui parle et à qui on s'adresse. Autant c'est clair sur les publications scientifiques, parce qu'il y a justement cette clôture-là. Autant c'est extrêmement confus, ce qui donne du coup ce genre de controverse sur non, c'est pas ça qui a été dit, ou ça a été mieux dit, pas dit pareil, etc. Et donc je pense qu'il y a besoin de la part des scientifiques d'une clarification finalement, enfin d'un travail sur la façon dont on s'adresse à l'extérieur de notre communauté. Pourquoi, pour qui, comment. Et le problème, à mon avis, de la stérilité politique actuellement des rapports du GIEC vient de là. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune réflexion sur comment on peut s'adresser, comment on active ces savoirs, pour le coup, dans l'espace politique, mais aussi dans l'espace public. Et donc je ne sais pas si, du coup, ça fait partie des réflexions que les membres du GIEC se posent. Je n'ai pas l'impression... au fur et à mesure d'en avoir entendu un certain nombre, ou alors des gens qui sont plutôt à l'interface et qui souhaiteraient mobiliser ces savoirs. Juste sur le point, à qui s'adressent les rapports les résumés pour décideurs, il y a effectivement un flou. Ils sont effectivement pour les décideurs, mais en fait, il n'y a pas que les décideurs qui s'en emparent. Quand les journalistes parlent de quelque chose, rarement, et souvent c'est rapide, mais ça vient du résumé pour décideurs. Donc est-ce que c'est vraiment... Le mandat, c'est effectivement un résumé pour décideurs, mais de fait, l'usage n'est pas ça, n'est pas que ça. Mais on est dans un hiatus majeur parce que, effectivement, du coup, l'usage n'est pas que ça, mais le document lui-même n'est pas adapté aux autres usages. C'est absolument clair pour moi. Bah oui, par construction, il est vraiment destiné. D'abord, il est écrit pour passer. Servait de base pour les négociations internationales et pour être accepté par les représentants de tous les États au niveau des négociations internationales. C'est à ça qu'il sert et pas à autre chose.
Donc effectivement, il y a plein de chercheurs qui font énormément de vulgarisation. Encore une fois, je déteste ce mot, mais voilà, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, à écrire des livres, etc. Ils font ce qu'il faut, enfin ce qu'ils peuvent, on va dire. Certainement pas ce qu'il faut. Et c'est pas que les chercheurs du GIEC qui ont le droit de parler du climat, très très loin de là. C'est tous les chercheurs qui travaillent sur le climat qui font tout ce qu'ils peuvent pour passer la bonne parole. Encore une fois, effectivement, il y a un problème, c'est que ce résumé à l'intention des décideurs est souvent pris comme une source pour des utilisations auxquelles il n'est pas destiné au début. Ça, je veux bien connaître. Oui, je voudrais relancer la question sur deux aspects, et puis je donnerai la parole à Denis Dupré. Sur la question de la porosité et de la possibilité de s'emparer des savoirs, je dirais que c'est encore une question autre que la désactivation. Parce que la désactivation, elle existe à l'intérieur même des processus de production du savoir. C'est ça qu'on a voulu évoquer. Et ensuite, on est dans une période où on n'a plus, par exemple, une revue comme Science et Vie, qui a été défaite après des luttes de la part des journalistes pendant assez longtemps. Et puis, on pourrait renverser la question, qu'est-ce qui fait que le monde citoyen ne s'empare pas davantage des savoirs qui sont quand même en libre accès? Voilà, le rapport du GIEC, il est en libre accès. Il est en libre accès. C'est-à-dire, on peut aller sur... effectivement, il est difficile à lire, mais on peut trouver des intermédiaires culturels. Et je pense qu'il y a une responsabilité mutuelle. C'est-à-dire que je ne gomme pas du tout la responsabilité des chercheurs à être dans un monde clos, mais je pense que le désir citoyen est assez faible. Et que ça, c'est une question qu'il faut aussi se poser. Je donne la parole à Denis, et puis on rebondira sans doute dans différents côtés. Moi, je rebondis sur la même question. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait un rapport pour les décideurs, et puis que les décideurs puissent censurer des bouts qu'ils n'apprécient pas, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Non, mais la procédure telle que vous l'avez décrite, moi, ça ne me choque pas du tout. Par contre, ce que je me demande, c'est si le GIEC a un mandat exclusif de faire un rapport uniquement aux décideurs, ou s'il ne peut pas se saisir, ou si moi, en tant que citoyen, je ne peux pas lui demander la mission qu'il me fasse un résumé pour moi, personnellement, citoyen. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir à côté un résumé à destination des citoyens, dans lequel nous, citoyens, on vous donne le mandat de nous faire un résumé aussi pour nous, donc un résumé pour les citoyens qui sera différent, qui dirait la communauté scientifique dirait, ben voilà, si j'étais à la place des citoyens, moi je demanderais qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Et à ce moment-là, même dans ce mandat, on pourrait demander, en plus, dites-nous si vous étiez citoyen, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire? Et dites-nous aussi, si vous étiez parmi les plus pauvres, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire? Et ce serait peut-être différent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un conseil. Si on faisait partie des plus pauvres, eh ben, je conseillerais qu'on pousse à faire ça et ça et ça. Et ce n'est pas les mêmes intérêts. Moi, je n'ai pas les mêmes intérêts que les plus pauvres. Et du coup, ce serait très intéressant de savoir et de vous obliger à vous mettre à la place des plus pauvres. C'est en fait, on retrouve la théorie de la justice de Rawls. Quelque part, on ne sait pas si on sera les plus pauvres ou pas demain. On pourrait dire, voilà, imaginez que vous êtes les plus pauvres, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire? Et ce serait un résumé aux citoyens, et dedans, il y aurait une partie, et si vous êtes les plus pauvres, peut-être vous demandez d'autres choses. Parce que si on se met à la place des plus pauvres, on va être sûrement vers plus d'égalité et plus de sobriété. Par exemple. Imaginez pas, allez les voir, écrivez le résumé avec eux. Non, mais je veux dire, est-ce que ça peut être une demande qui est faite au GIEC? Est-ce que ça, vous pouvez remonter au GIEC et ils peuvent dire oui ou non? Et moi, je veux bien faire le rapport pour les citoyens. Hein. Je ne suis pas contre. Encore une fois, il y a plein de climatologues qui écrivent des livres, hein, même des auteurs du GIEC qui font leur action de vulgarisation, qui ont leur compte Twitter. Moi, j'en ai pas, mais enfin bref, on fait plein d'efforts. Mais effectivement, ça pourrait être un mandat aussi d'écrire un summary for everyone. Ça serait pas mal. Par contre, ça fait pas partie du mandat actuel, donc on ne le fait pas, ça c'est certain. Juste pour dire, encore une fois, sur cette histoire de contenu qui saute. Alors, quand on a des discussions, quand on sait qu'il y a une phrase qui ne va pas plaire,
on l'écrit, et on a des commentaires des différents États qui viennent. Soyez certains, quand les États de l'OCDE savent que c'est une phrase qui ne va pas plaire aux Saoudiens, eh ben, ils vont écrire texto dans les commentaires, cette phrase est importante, il faut la garder. Donc la France, la Norvège, l'Angleterre, etc., les États-Unis vont clairement défendre ces phrases. C'est eux qui défendent la science, même si ça, enfin, je le dis très clairement, hein, ça c'est l'OCDE qui nous défend par rapport aux Saoudiens. Toujours. Et généralement, on gagne. Oui, peut-être un bref commentaire au sujet de ces rapports pour les décideurs. À mon avis, le problème principal est le suivant, c'est que les décideurs ne décident pas. Donc on peut y être encore dans 10 ans et 20 ans, il y aura un rapport pour les décideurs, ils vont se mettre d'accord pour ne rien faire. Donc à un moment donné, il faut changer. Non, mais je ne dis pas vous, je parle des décideurs. Mais faut pas rien, non, mais j'exagère à dessein. Il n'empêche que les émissions de CO2 maintenant, pour être clair, je parle sous votre contrôle, hein, elles sont censées diminuer pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Elles sont censées diminuer à partir de 2020. Elles ont diminué en 2020. Devinez pourquoi? Covid et moins de transport. Très bien. Je parle sous votre contrôle encore, mais de l'ordre de 6% par an, si je ne m'abuse. 2021, c'est reparti à la hausse. Que font les décideurs? Ils vont recevoir des rapports avec votre excellent travail. Le problème, c'est globalement, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est pour ça que je reviens aux problèmes sociaux. Derrière les décideurs, il y a des groupes de pression. J'ai fait allusion à ces distributions des richesses. Si je ne m'abuse, là encore une fois, par habitant, il faut être à 1 ou 2 tonnes de CO2 équivalent à peu près. Ceux qui ont des super yachts, etc., ils sont à 10 000, 20 000 tonnes par an. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Il y a un problème social derrière tout cela, à mon avis. À ce sujet, vous avez sûrement entendu parler du fait qu'au dernier vote à la Commission européenne, enfin, au Parlement européen sur l'interdiction des véhicules thermiques, il y a eu un amendement qui s'est appelé l'amendement Ferrari, sauf les véhicules de luxe à moins de 1000 exemplaires par an. Il ne s'est pas appelé l'amendement Ferrari pour rien. Très brièvement, c'est sûr, on ne fait pas assez. Et les décideurs, nous tous, on ne fait pas assez, ça c'est certain. On n'est quand même plus aujourd'hui sur les trajectoires business as usual qu'on avait dans les années 90. Aujourd'hui, on est quand même déjà un peu en train d'incurver légèrement les courbes d'émissions. Tu crois que c'est à cause des décideurs? Voilà, c'est l'évolution technique. Enfin, voilà, des choses ont été faites. C'est très loin d'être suffisant, mais c'est pas nul non plus. Je peux y aller? Oui. J'avais une question pour revenir sur toujours le rapport du GIEC, sur ce que vous expliquez, sur la façon dont est fabriqué, écrit, pardon, c'est au-delà de la prévention citoyenne, dont est écrit la partie 3, donc les recommandations. Et vous disiez que ça se basait beaucoup sur des modèles, des modélisations qui prenaient tous l'hypothèse de croissance. Donc, à quel moment, également, on se pose la question, dans ce qui ressort du résumé de ce qui émane de ça, du corpus scientifique que vous allez analyser. S'il y a très peu de recherches qui sont financées sur la décroissance et sur la modélisation de la décroissance, ça va forcément se ressentir sur ce que vous produisez. De la même façon, s'il y a des grands milliardaires, comme vous le signalez, par rapport aux injustices et aux richesses énormes, qui financent énormément la géo-ingénierie et que ça apparaît comme une solution efficace, est-ce que ça va ressortir dans ce chapitre 3 parce que ça fera partie de façon écrasante du corpus scientifique qui est analysé? Et est-ce que du coup il y a des précautions qui sont prises à un endroit, je n'ai pas lu le rapport du GIEC, est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises à un endroit du rapport du GIEC en disant voilà, nous on se base sur ça, mais si les recherches sont biaisées, alors le message qu'on va vous donner est biaisé et va aller plus dans le sens de la croissance et des pansements technophiles et autres, quoi. Le point est pertinent, mais les rapports des différents groupes reflètent l'état de la littérature. Alors, il y a une lecture critique de ça, mais pas une lecture critique politique, une lecture critique scientifique. Alors, après, on peut le déplorer, mais c'est pas le mandat, encore un coup. Ouais.
Alors, juste pour 2 points très particuliers sur l'intervention, la géo-ingénierie, on dit très clairement qu'il faut que c'est pas la bonne solution pour l'instant. Donc, on a dit très très peu, donc c'est pas encore un truc, mais effectivement, la littérature non plus est pas extrêmement fournie là-dessus. Donc, on se refuse de donner une évaluation. Ce qui est important pour ces rapports du GIEC, c'est pas une literature review. On ne pèse pas le nombre d'études dans un et dans un autre camp. On est censé faire une évaluation. Donc en anglais, un assessment. Voilà, c'est un assessment en anglais. Et de ce point de vue-là, il y a un système de checks and balances. Il y a quand même un garde-fou. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, ce que j'aime pas particulièrement dans le groupe de travail 3, ils ont leur scénario database, et si effectivement c'est inondé par des scénarios, par des modélisateurs qui ont tous ce mantra de la croissance nécessaire, effectivement, je ne sais pas comment ça marche dans ce cas-là. Donc peut-être il y a un problème de ce côté-là. Alors ma question, elle porte pas sur ce fameux rapport du GIEC, mais plutôt en finance, parce que j'ai l'impression d'être un expert. En fait, moi j'étais en école d'ingénieur avant, qui est en fait l'ancienne école de formation de l'INSEE. Donc j'ai fait pas mal d'économie et pas mal de finance. Et en fait, il s'avère qu'effectivement c'est bien ces modèles-là qu'on apprend, donc le théorème du bien-être, l'utilité, etc. Et en fait, j'ai surtout l'impression que la raison pour laquelle on n'apprend pas d'autres choses dans ces cours-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'autres bases en fait qui construit la finance autrement que ce qu'elle avait été vue par le passé. Et même si j'ai des amis à moi maintenant qui en fait partent dans ce qu'on appelle la finance verte ou la finance éthique, déjà je vois pas très bien à quoi ça correspond. Et sinon, j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce que c'est une finance qui répondrait vraiment à cette définition. Quel est le rôle vraiment de la finance? Je sais qu'elle doit être là parce que l'argent doit être géré parce qu'il y a de l'argent. Mais c'est très difficile de savoir en fait quel est le vrai rôle de la finance dans un monde qui est durable. Voilà. Ouais, Niels Ferrand, Indria et André. Très rapidement, en fait, la principale imposture globale, c'est le GIEC et le climat par rapport à la situation globale. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas les fondamentaux scientifiques, c'est pas le travail qui est fait par ce groupe d'excellence scientifique, c'est la focalisation politique qui est faite aujourd'hui sur le climat, dans un contexte où ce qui a été présenté sur la finance et sur les enjeux antidémocratiques globaux est occulté par la focalisation climatique. Alors évidemment, ça sert de déclencheur et de signal provocatif pour un certain nombre de mouvements, mais en réalité, c'est un déplacement assez massif de la focale de l'enjeu politique global. Et tout à l'heure, quand on parlait de pauvreté, moi je travaille essentiellement sur des contextes pauvres en pays sud, etc., sur des questions locales avec les gens. Le climat, c'est pas la question. Quand on parle de réfugiés climatiques, oui, peut-être qu'il y a un déclencheur secondaire qui est lié à un moment climatique particulier, mais c'est la situation économique et la situation politique et la situation d'oppression, etc., qui est le déterminant. Et donc, c'est assez intéressant quand même dans le schéma de déclenchement des actions de voir qu'on a saturé l'espace. Et je pense que c'est aussi au bénéfice d'un certain nombre de nantis d'avoir saturé l'espace par les questions climatiques, qui sont très compliquées à gérer, qui posent plein de problèmes, mais de ne pas poser la question du détournement démocratique global qu'on retrouve dans plein de pays. Et derrière ça, la question elle est relativement simple. C'est si on admet cette question-là, c'est comment est-ce qu'on replace les instruments d'intervention. Et j'ai noté dans l'intervention économique qui était les fondamentaux qu'on connaît, il y avait un point d'intervention, d'action, un levier d'action, c'était la mini-taxe. Bon, il y en a un certain nombre comme ça. Mais quels sont finalement les leviers aujourd'hui sur la transition démocratique, principalement, avant tout, qui peut faire bouger un certain nombre de choses, ou l'intervention sur le champ économique par le canal de la consommation, qui est peut-être le seul levier dont on peut disposer en partant d'en bas. Bon, ça a été évoqué de façon diverse, mais merci. Oui, merci. Alors moi, je suis aussi climatologue. Il y a 2-3 choses quand même qui me... Je pense qu'on fait des confusions. La première chose que Gerhard n'a pas précisé, c'est la manière dont sont nommés des gens qui ne sont d'ailleurs pas des membres du GIEC, qui sont des contributeurs
au rapport du GIEC, c'est nommé par les gouvernements. C'est un processus de sélection dans les communautés où les gens se portent volontaires et, in fine, c'est les gouvernements qui proposent ces experts. Disant ça, je ne dis pas du tout que les personnes en question sont instrumentalisées ou elles sont choisies parce qu'elles seraient susceptibles d'être plus modérées dans leurs propos. C'est pas ce que je veux dire. Mais par rapport à la question qui était posée tout à l'heure de dire est-ce que les membres du GIEC, pendant un exercice donné, par exemple le 6e Assessment Report, pourraient s'auto-saisir et parler aux citoyens? Oui, ils pourraient le faire comme, je dirais, n'importe qui, mais c'est clair que c'est pas du tout dans leur mandat. Ça, c'est une petite précision, mais je pense que c'est important de savoir d'où les gens parlent aussi. C'est-à-dire qu'il y a les auteurs, les lead-authors, et puis il y a un processus de review qui fait qu'en fait, les rapports du GIEC eux-mêmes, les contributeurs, moi je ne suis pas un lead-auteur ou un auteur même cette année, mais j'ai contribué parce qu'on relit les rapports, on pose des questions, et les auteurs sont obligés de répondre aux questions qui sont posées. Donc il y a un vrai processus, je ne dirais pas démocratique, mais de communauté pour élaborer ces rapports. Bon, ça, c'est une précision qui est plus technique qu'autre chose. Ce qui m'étonne, en fait, ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a l'impression que les rapports du GIEC sont devenus une espèce de Bible. Alors, déjà, on sait pas les gens savent mal comment ils sont élaborés. Et effectivement, ça coupe court à la mise en perspective tout ce qui a été évoqué là. On perd peut-être aussi de vue que les scientifiques, c'est des gens comme les autres. Ils ont leurs biais, ils ont leurs préférences culturelles, idéologiques. Donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils ont un impact dans la société qui soit qui seraient des espèces de purs esprits, qui seraient capables d'impacter la société de façon totale pour le bien commun. Je pense qu'il faut saisir ça. Et les questions qui se posent, en fait, c'est des questions de socio-anthropologie. C'est comment ces rapports qui sont produits sont appropriés par la société, comment ils sont véhiculés, comment ils sont portés à la connaissance, plus que l'élaboration des rapports eux-mêmes. La matière des rapports, elle est là. Bon, alors effectivement, les rapports, les résumés pour décideurs, on peut discuter de ce qu'ils contiennent, mais je voulais rejoindre aussi ce que tu disais tout à l'heure. Quelle est l'appétence du grand public pour ces sujets? Gerhard l'a mentionné, des conférences grand public, on en fait plein. Moi, en ce moment, j'en fais, je sais pas combien. On a 50, 60, 70 personnes. Et là, pour le coup, on est en position de médiation, c'est-à-dire qu'on vient porter, on vient expliquer ce que sont les rapports du GIEC. Donc, il faut quand même aussi... je ne voudrais pas qu'il y ait une dérive où on accuserait, non pas que je ne veuille pas faire face à ce genre d'accusation, mais on ne peut pas faire porter aux climatologues beaucoup plus quand même que ce qu'ils peuvent faire en tant que communauté scientifique. Et parmi eux, il y en a qui sont très engagés, il y en a qui ont témoigné au procès des décrocheurs, il y en a qui, Gerhard mentionnait le groupe de ceux qui sont devant l'Assemblée pour faire lire aux nouveaux groupes qui rentrent à l'Assemblée, leur faire un teasing rapide sur ce qu'est le changement climatique. Donc il y a des niveaux d'engagement qui sont très, très individuels, et je ne crois pas qu'on puisse demander à la communauté en tant que telle d'être porteuse d'une action politique en tant que telle, me semble-t-il. Et par ailleurs, je travaille beaucoup en Afrique et voilà, je fais de la médiation directe auprès des Africains sur le sujet. On doit quitter la salle à 20h30 et j'ai un petit teaser à faire, et ensuite il y a Mathieu qui a aussi des choses à dire pour demain. Donc on va essayer d'être synthétique. Oui, brièvement par rapport à la question concernant la finance qui a été posée, on est d'accord. L'agenda de la finance académique et de la finance pratique n'est pas celui du bien commun aujourd'hui. Il correspond aux intérêts de groupes financiers puissants. Donc ce qu'il s'agirait de faire, ça serait de déconstruire la finance pour la mettre justement au service du bien commun, de la population, pour que les flux financiers énormes s'orientent justement en direction du changement énergétique, de la lutte contre le réchauffement global, etc. Voilà. À propos de la finance verte, je vous recommande un documentaire qui est passé il y a 2 semaines sur Arte, La finance lave plus vert, très intéressant, en ligne. Et vous verrez que justement, on assiste à de l'éco-blanchiment à grande échelle aujourd'hui. Il faut en être conscient. Merci.
Je voudrais parler d'une chose qu'on n'a pas abordée, mais en lien avec la question de la pauvreté, de la grande pauvreté. L'éradication de la pauvreté au niveau mondial, ça se chiffre. C'est des programmes qui sont de l'ordre de 100 à 150 milliards de dollars ou d'euros, comme vous voulez, par an. C'est une goutte d'eau. 150 milliards d'euros par an, c'est une goutte d'eau. Le seul budget militaire américain, c'est 750 milliards de dollars par an. Et même juste en termes de sécurité, ça a un sens d'éradiquer la pauvreté, même en termes purement de sécurité, bêtement militaire, si on veut. Donc, il est évident qu'il y a des non-choix politiques qui ne coûteraient pas grand-chose, essentiellement aux pays du Nord, qui ne sont pas faits. Et c'est évidemment une question de lutte d'intérêt. Alors après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller vers les pauvres pour faire ce que disait la personne qui était là, qui n'y est plus. Mais il faut aussi remettre les responsabilités en bon ordre de grandeur. Moi, ça va être très court, j'ai déjà assez parlé. Juste par rapport au point que Thierry a mentionné, les chercheurs du GIEC, donc les auteurs du GIEC, il y en a aussi qui sont nommés par des organismes d'observation, donc Greenpeace et compagnie. Mais la majorité, surtout dans les pays, pays développés, vient effectivement des gouvernements. Enfin, a été nommé par les gouvernements. Et après, sélectionné. Très brièvement. Oui, juste 2 mots, je crois, pour réitérer mon message de base, c'est-à-dire, encore une fois, un ordre de grandeur. Les États dotés d'armes nucléaires aujourd'hui sont engagés dans des processus soit d'augmentation de la taille de leurs arsenaux, soit d'extension de la durée de vie de ces arsenaux, qui nous conduisent jusqu'en 2050, 2070 ou 2090, si on parle du plan français. Et à supposer que demain matin, on décide qu'on démantèle tout et que tout le monde est de bonne volonté et qu'il n'y a aucun obstacle, il faut au moins 10 ans pour le faire. Donc mon message, c'est simplement, ces armes sont là, elles existent, elles causent des vulnérabilités matérielles et épistémiques. Vous ne voulez pas me poser de questions dessus ce soir, c'est pas grave, je suis disponible pour y répondre si les questions vous viennent n'importe quand. Et je vous souhaite une bonne soirée.